9h36 à l'écoute des programmes d'Alger Chaîne 3000. Merci à vous. Si vous venez de vous joindre à nous, à votre service s'intéresse ce mercredi pour le dernier numéro de la semaine aux problèmes d'eau que vit notre pays depuis quelques mois. Il y a eu toute une redistribution au niveau notamment de la capitale qui est la région la plus impactée par cette crise d'eau. Et avec moi dans les studios d'Alger Chaîne 3 pour tenter d'apporter des explications, pour tenter de rassurer les auditeurs, les auditrices, les citoyennes et les citoyens algériens. Avec moi dans les studios, Monsieur Amin Ramdan, il est directeur général adjoint de CEAL. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour madame. Hamadan. Voilà, Monsieur Amin Hamadan, directeur général adjoint de CEAL. Alger reste la ville, la wilaya, la région, on parle de l'Algéro, on est bien d'accord, la plus touchée par cette redistribution d'eau. C'est à Alger qu'on a moins d'eau dans nos robinets. Vous confirmez, Monsieur Amin Hamadan? Oui, sur Alger, la spécificité de la capitale, c'est que sur Alger, on était à un programme de distribution en H24 au niveau des 57 communes, c'est-à-dire 100% de la population sur Alger était en H24, ce qui fait que le passage à un programme de distribution, c'est sur Alger où l'effet était très important par rapport au programme habituel au niveau de nos communes et chez nos clients. Ce programme de distribution a été acté et mis en œuvre depuis septembre 2020. Septembre 2020, vous me reprenez si je me trompe, l'eau c'était par rapport, on coupait l'eau dans la nuit. Oui. On a commencé les restrictions dans la nuit. Il n'y avait pas d'eau dans nos robinets pendant la nuit. Oui, exactement. On était passé en début septembre 2020 à un programme de distribution au quotidien élargi. C'est-à-dire on assurait une alimentation de pratiquement 6 heures du matin jusqu'à 20h, 22h chez nos clients. Arrivé le mois de juin 2021, la situation était encore plus critique, notamment au niveau des barrages en eau superficielle, ce qui nous a contraint de passer à un programme de distribution un peu plus dur, où pratiquement toute la capitale est en un jour sur deux. Alors, on parle de un jour sur deux. Le jour où on doit avoir de l'eau, c'est quoi? C'est 4 heures, 5 heures, peut-être 6 heures d'alimentation en eau dans la journée, puisqu'on n'a pas de l'eau, même si on est dans le jour, j'ai envie de dire donc où on est censé avoir de l'eau dans nos robinets. C'est pas toute la journée qu'on a de l'eau. On fait en sorte à ce que les clients aient de l'eau de 6 heures du matin jusqu'à minimum 14 heures. Et c'est vrai qu'il y a certains quartiers où c'est un peu plus important et d'autres quartiers où c'est un peu moins important comme plage de distribution. Mais on est en train de... Mais c'est dû à quoi ça, c'est dû au système. Hamdan. C'est dû au système hydraulique qui alimente chaque quartier ou chaque commune. Au niveau d'une même commune, il y a des quartiers qui sont alimentés. Je cite l'exemple de Kouba. Par exemple, la commune de Kouba, il y a 4 systèmes hydrauliques qui alimentent la commune de Kouba. Et souvent nos clients nous font la remarque pourquoi chez les clients, chez nos voisins à côté, ils ont de l'eau. J'allais vous poser ce problème. Dans une même commune, il y a des quartiers qui ont de l'eau un jour sur deux, pendant 4 heures, et d'autres qui l'ont un jour sur deux, parfois pas, et si on l'a, c'est 1 heure de moins ou 2 heures de moins. Donc comment expliquer cela? Cela est dû principalement à la spécificité du système hydraulique proprement dit. Il y a des quartiers qui sont alimentés sur des réservoirs avec une capacité de stockage assez importante qui permet de mieux contrôler notre programme de distribution. Il y a des quartiers qui sont alimentés sur des conduites d'adduction, sur des systèmes de refoulement où le simple incident sur une pompe impacte la distribution. Et c'est la raison pour laquelle nos clients ressentent ou signalent un programme qui diffère au sein même d'une... Qui est perturbé finalement. Qui est perturbé, mais bon... nos équipes sont mobilisées depuis le début à maintenir, à respecter, à fiabiliser ce programme de distribution. On parle peut-être, et ça c'est une question que je vous pose, mais c'est la question aussi peut-être des citoyennes et citoyens ce matin qui sont à l'écoute des programmes d'Alger Chaîne 3. Est-ce qu'il y aurait aussi une raison, à vous de le dire, par rapport au flux d'eau qu'il y a il n'y a pas assez de pression. Est-ce que ce serait une raison qui pourrait dire que d'autres pourraient avoir de l'eau pendant 4-5 heures et d'autres au moins 1 heure sur les 2 jours, Est-ce que ça pourrait être une des raisons? Est-ce que la pression est mise en cause? La pression n'est pas réellement mise en cause parce que nos systèmes fonctionnent avec des départs de réservoirs
complètement ouverts quand c'est le tour d'un quartier. Exemple Compansema sur Berkhadem. Okay. Ce qui est un peu contraignant aujourd'hui, c'est que nos clients ont pratiquement tous un stockage interne, c'est-à-dire ils se sont équipés de citernes, ils ont remis en service leur bâche à eau avec des capacités assez importantes, qui fait que quand on commence à assurer de la distribution, ces clients qui ont des stockages assez importants au niveau des quartiers pénalisent d'autres clients, notamment ceux qui habitent des immeubles à grand étage, et les étages supérieurs, c'est souvent ces clients-là qui nous signalent des perturbations. Alors on va justement parler des solutions apportées dans ce plan d'urgence mis en place par les autorités concernées. On va parler des stations de dessalement d'eau, des forages. On va aussi parler de gaspillage d'eau parce qu'on gaspille de l'eau même si elle est rare dans nos robinets. Et puis des branchements illicites. Il y en a aussi. Donc voilà, tout ceci, c'est dans la deuxième partie de À votre service. La crise de l'eau en Algérie, on en parle ce matin dans votre magazine À votre service. Le but de cette émission, faut-il le rappeler, est évidemment d'expliquer la situation actuelle et surtout tenter de rassurer les citoyennes et les citoyens. Il y a des solutions à court et à moyen terme qui sont mises en place pour renforcer l'alimentation en eau potable. Avant de parler des solutions qu'on tente de mettre en place, parlons du plan d'urgence qui touche beaucoup de régions du pays, centre et ouest. On parlait tout à l'heure du programme de distribution de l'eau, notamment dans la capitale, mais il y a d'autres wilayas concernés par ce nouveau programme de distribution en eau. Amin Hamadan. Oui, sur le périmètre de CEAL, comme on gère Alger et Tipaza, oui. Au niveau de la wilaya de Tipaza, on est aussi sur un programme de distribution, notamment après la baisse de la production au niveau du barrage de Boukerden. Qui connaît un niveau très très bas de stockage. La wilaya de Tipaza est alimentée exclusivement aujourd'hui depuis les forages et depuis la station de dessalement de Fouka. Je cite l'exemple des communes qui sont situées à l'ouest de Tipaza, Cherchal, Sideri, Las, Hadjot et Marad, qui étaient alimentées depuis le système du barrage Boukerden. Aujourd'hui, comme on traite pratiquement plus rien au niveau du barrage, on a réussi à transférer de l'eau de dessalement depuis la station. Ça, c'est une solution qu'on apporte à la crise actuelle, le transfert d'eau de barrage à barrage. C'est un transfert qui se fait sur un système qui fait 117 km. On est en train de transférer de l'eau depuis Fouka, qui est à l'est de Tipaza, jusqu'à la commune de Sideriles, qui est pratiquement à l'extrême ouest de la wilaya de Tipaza. Aujourd'hui, les habitants des communes de Cherchel et Sideriles sont alimentés principalement depuis la station de dessalement de Fouka, pour faire face à la baisse ou à l'arrêt carrément de la station de traitement de Sederma, qui a une arrivée d'eau brute depuis le barrage Boukerden. Mais est-ce que, et là je me retourne vers vous, Ramadan Houchen, est-ce que le transfert d'eau qui est une solution que l'on applique pour essayer de pallier à ce manque d'eau, est-ce que le transfert d'eau se fait aussi de wilaya en wilaya? Bien sûr, c'est l'interconnexion des barrages. C'est une Donc on peut ramener l'eau de l'est du pays vers le centre et l'ouest. Bon, pas à très grande distance, mais je citerai par exemple Zit el-Amba qui à Djidjel, il alimente Mahouane, un barrage Mahouane qui est à Sétif, lui aussi qui alimente le barrage Ain Zada. Donc Ain Zada aussi qui alimente Sétif et Bourj Bouharij. Nous avons des exemples à l'est, à l'ouest. Nous avons le Beni Haroun, le Grand Billah Nord, qui alimente plusieurs wilayas de l'est. Donc l'interconnexion des barrages est importante. L'eau n'a pas de frontières. Donc le barrage de Koudiat Sadoun qui alimente 4 wilayas. Donc il y a l'interconnexion et des barrages et des systèmes même des forages, etc. Donc on n'a pas de frontières. Est-ce que vous avez des retours, Amin Hamadan, directeur général adjoint de CEAL, est-ce que vous avez des retours par rapport à l'application de ce programme de distribution? Est-ce que tout se passe comme vous l'avez souhaité, comme vous l'avez programmé, comme c'est écrit, noir sur blanc? Est-ce que sur le terrain, il n'y a pas de soucis? Dans 90% des cas, le programme tracé est respecté. On a certes des quartiers qui sont perturbés, où le programme tracé n'est pas réellement respecté. On est en train de travailler sur ces cas, sur ces quartiers, pour zoomer,
pour diagnostiquer l'origine de ce dysfonctionnement. Et je peux vous dire que sur ces quartiers qui sont un peu perturbés, c'est pratiquement les programmes de logement, les nouveaux programmes de logement, c'est des ensembles immobiliers avec aucun système de bâche ni surpresseur, ce qui perturbe notamment les étages supérieurs au niveau de ces immeubles. Les clients nous appellent pour signaler des perturbations, et quand on se déplace pour faire le diagnostic, on constate que le système interne n'est pas opérationnel. Ce qui fait que pour alimenter un immeuble, un client qui est au 15e étage d'une cité sans bâche ni système de surpression, c'est pratiquement impossible avec la pression de service qui est aujourd'hui sur notre réseau. On est en train de faire des manœuvres quotidiennes pour les alimenter. On ne peut pas laisser nos clients ainsi, même si c'est un problème interne au promoteur. On fait des pieds et des mains pour bien les alimenter, et on essaie de travailler en coordination avec la direction des ressources en eau pour trouver des solutions pérennes au niveau de ces cités-là. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres soucis? Moi, on peut parler de branchements illicites, par exemple, au niveau des canalisations d'eau. Est-ce que sur le terrain, c'est des constats que vos équipes ont fait de nombreuses fois ou pas? Bien sûr. Nos équipes constatent au quotidien des piquages illicites sur les réseaux qu'on est en train d'éliminer au quotidien. Ces piquages illicites, généralement très mal réalisés, nous perturbent les clients qui sont à l'aval de ce piquage, et dès qu'on constate un piquage illicite, il est éliminé systématiquement. Mais il y en a beaucoup? Il y en a. On le constate. On n'a pas de chiffres. On le constate. J'ai pas de chiffre exact du nombre de piquages parce qu'on les découvre au fur et à mesure que nos équipes diagnostiquent et sortent sur terrain. Mais on le constate pratiquement au niveau de toutes les communes, que ce soit en zone urbaine, en zone semi-urbaine. Ces piquages illicites font partie de notre quotidien et font aussi partie de notre cheval de bataille, parce que si on veut fiabiliser, si on veut stabiliser notre programme de distribution, éliminer ces piquages illicites constitue une urgence et une nécessité absolue. Alors, j'aimerais vous poser une question un peu plus précise, Amine Hamadan. Est-ce qu'on doit juste éliminer ces piquages illicites, ou est-ce qu'il y a des actions en justice? Bien aussi? sûr, il y a notre direction juridique qui prend le dossier pour le traiter après. Il y a tout l'aspect juridique qui est traité en parallèle. L'urgent sur terrain, c'est de l'éliminer pour permettre de rétablir la situation, mais il y a tout un travail et toute une procédure juridique qui est engagée pour faire payer le fautif. Donc il y a des actions en justice. Bien donc sûr. on ne doit pas piquer de l'eau, sinon on est passible d'actions juridiques. Ça ne décourage pas finalement les j'ai envie de dire les citoyens à aller vers cette action de voler de l'eau, de puiser de l'eau dans la source, d'installer des conduites de manière illicite, même s'il y a une action juridique, ça ne les empêche pas de le faire quand même, et ça c'est désolant. Ah oui. Ça devrait donner à réfléchir à beaucoup de personnes qui ont en tête la réalisation d'un piquage illicite. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas le cas. Même si il voit que des voisins ont été poursuivis en justice par CEAL par rapport à ces piquages illicites, on constate pas un frein ou un arrêt de ces pratiques. Un arrêt de ces cette pratique ne cesse hélas pas. On continue à piquer illicitement. Le piquage de l'eau illicitement est une pratique qui se fait malheureusement encore chez nous aujourd'hui. Il y a aussi, j'ai envie de vous poser une autre question par rapport à la redistribution, au nouveau programme de distribution en eau. On a systématiquement cette envie de stocker de l'eau à la maison. Quand on nous dit vous allez avoir de l'eau un jour sur deux, 4 heures sur la journée où vous allez avoir de l'eau, on a systématiquement cette j'ai envie de dire, ça vient naturellement, hein. On stocke de l'eau, ça pousse finalement la citoyenne à consommer plus. Exactement. Aujourd'hui, le constat est là. Même si on est dans un programme de distribution, sur un programme de distribution, on est un jour sur deux, pratiquement tous nos clients sont alimentés au quotidien chez eux, parce qu'ils ont des citernes, ils ont des bâches à eau qu'ils remplissent à chaque fréquence de distribution. Ce qui fait que réellement, nos clients ne ressentent pas une coupure d'eau. Chez eux, avec une citerne ou avec une bâche, ils continuent à avoir de l'eau au quotidien. Sauf les clients qui, hélas,
n'ont pas de l'eau un jour sur deux ou pas les 4 heures ou les 5 heures. Donc seulement 1 heure, c'est pas suffisant. Cela, dans notre répartition des quotas pour pouvoir alimenter toute la population avec ce qu'on peut produire aujourd'hui, ces stockages internes au niveau de certaines habitations, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas quel client avec quelle capacité, ce qui nous perturbe et perturbe notamment les clients qui sont à l'aval de ces quartiers-là. Allez, les solutions, on en parle aussi puisqu'il est très important de rassurer nos citoyennes et nos citoyens. On l'a très rapidement pensé à des alternatives, un vaste programme lancé par les autorités concernées, principalement dans l'Algérois. On parle de 290 fourrages, dont 170 déjà lancés. Ramdan Houchen. Donc tout d'abord, je voudrais revenir sur le point cité par notre collègue M. Hamadan. C'est par rapport au piquage illicite. Donc, allez-y. Parce que ça nous pénalise énormément, parce que c'est une perte sèche et ça perturbe le fonctionnement. Donc le bilan de l'Algérienne des eaux 2020 a fait ressortir 6184 branchements illicites. C'est énorme. C'est énorme. Mais nous avons recruté au niveau de toutes les wilayas des juristes qui ne s'occupent que de ce volet. Donc on a privilégié l'amiable. Donc parmi les 6184, nous avons réglé pratiquement 3586 à l'amiable et les autres sont poursuivis en justice. Et nous avons immédiatement gain de cause parce que c'est un délit le vol d'eau. Alors, avant d'aller plus loin, Monsieur Ramdan Houchen, cette triste nouvelle, nous venons d'apprendre le décès de l'ancien chef de l'État et ancien président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, selon la présidence de la République. Il sera inhumé demain après la prière d'Al-Dohr au cimetière de l'Alia. Rabbi Yarhamou, nos sincères condoléances à tous les Algériens, à toutes les Algériennes, mais aussi à la famille du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On revient à vous, Ramdan Houchen, par rapport aux solutions proposées. Et moi, j'aimerais qu'on parle des forages, si vous le voulez bien. Je le disais, et les chiffres sont avancés, 290 forages, dont 170 déjà lancés. Donc, il y a encore d'autres en cours de réalisation. Donc, quand on parle de forage, il y a 2 opérations. La première opération, c'est de réhabiliter déjà les forages qui étaient à l'arrêt. Donc, il y a là certains équipements, il y a des équipements des forages, les pompes, tels que les pompes, les vannes, les clapex. Donc, il y a un programme de réhabiliter les forages existants. Il y a un autre programme plus important, c'est la réalisation carrément des nouveaux forages. Donc les choses avancent convenablement sur le terrain. Nous avons réceptionné énormément de forages, pas seulement au niveau de l'Algérie, au niveau de toutes les wilayas. Et c'est cette solution qui nous a permis, parce que comme je disais tout à l'heure, un forage qui donnait 20 litres seconde. À l'étillage, juillet, août, il donnait moins. Oui, donc quand on a réalisé un autre forage, il a comblé le déficit. On n'a pas eu un gain en plus, mais il a comblé. On comble que les déficits. Il comblait que le déficit, et c'est ça qui nous a permis quand même de passer un été, même si on dit que c'est difficile, mais sans ces solutions, ça aurait été plus critique. Ça aurait été plus critique. Le délai moyen d'une réalisation d'un forage serait de combien ? Tout dépend de la profondeur et tout dépend parce qu'il y a un nouveau forage, pas seulement le forêt, il y a l'équipement, il y a aussi l'amener d'énergie. Parce que là, on a l'amener d'énergie, des fois c'est dans les champs éloignés, donc il y a aussi en parallèle avec la Sonelgaz, il faut qu'il y ait parce qu'on dans certaines situations, on a terminé le forage et on attend l'énergie. Il y a aussi la conduite. Quand ce n'est pas un ancien forage, il faut réaliser la conduite, nouvelle conduite qui va aller vers la station concernée. Donc c'est tous ces travaux qu'on est en train de faire en parallèle pour une fois, qu'on a réussi à faire quelque chose en parallèle sans attendre l'une, parce que l'un n'empêche pas l'autre. La forage, elle est là, l'équipement il se prépare, la demande faite à Sonelgaz, ils nous ont aidé énormément dans certaines wilayas. Ils sont vraiment avancés. Il y a certaines mais il y a d'autres wilayas où ça grince parce qu'il faut payer. Donc alors que ça devient une urgence comme celle-là, on devrait s'accompagner et avoir la solution prête rapidement.
Je l'espère. Alors, autre alternative, évidemment, on en parle beaucoup ces dernières années, les stations de dessalement. Cette stratégie, on va dire à long terme, pourrait assurer 50% du besoin en eau potable. Donc, on va dire la moitié de la consommation. C'est une alternative qui pourrait régler sur le long terme, bien évidemment, la crise hydrique chez nous en Algérie, où on sent, là je me retourne vers vous, Mohamed Taibi, directeur de l'engineering au niveau de l'AEC, Algerian Energy Company, où on sent aujourd'hui les réalisations par rapport aux stations de dessalement d'eau. Un état des lieux, un petit état des lieux avec vous, oui, si vous madame, le permettez. J'essaierai de vous faire un petit état des lieux. Bon, de notre côté, il est vrai qu'on a été, si vous voulez, pris à court à travers ce programme d'urgence. C'est une mesure d'urgence, oui, c'était une mesure d'urgence pour laquelle on a conjugué tous nos efforts. Il y a eu le premier lot de projets qui concerne Alger Ouest, le Marsa et qui concerne plutôt Bateau Cassé, le Marsa et Corso, avec une capacité de production totale de 150 000 et où on a fait appel à des sociétés, si vous voulez, algériennes pour le réaliser. Aujourd'hui, on est en train d'avancer conformément à ce qu'on avait prévu. On a dit qu'on va être à temps pour livrer fin d'année, début d'année prochaine. Ces stations, croyez-moi que c'est pas évident. C'est des stations qui sont censées être réalisées dans des délais vraiment très importants, de 18 mois, de 24 mois. On a été sur un programme d'urgence, sur des mesures d'urgence. Aujourd'hui, si vous voulez un peu plus de détails pour ce qui est de la partie engineering, pour ce qui est de la partie réalisation sur terrain, c'est en train de se passer en parallèle. Pour ce qui est des études d'avant-projet et tout a été lancé en parallèle. Je vous dis, c'est un programme d'urgence pour lequel toutes les mesures ont été prises, tous les efforts ont été conjugués. Je parle de l'Algérienne des eaux qui est là pour reprendre notre production. Je parle de Sonelgaz qui est là pour nous accompagner en alimentation électrique. Je parle pour les bureaux d'études qui étaient là présents pour nous accompagner. Pour effectuer le travail de... Oui, je parle pour l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire qui étaient là pour nous accompagner sur le plan réalisation, COSIDER, GCB, qui ont déployé tous les efforts. Aujourd'hui, on est en train d'avancer dans ce programme de 150 000 mètres cubes jour. Parallèlement, on va réaliser des usines de dessalement d'eau de mer qui vont desservir aussi l'Algérois que le reste du pays. On envisage, si vous voulez, on se projette à produire une eau qui va alimenter, qui va rentrer jusqu'à 150 km dans l'intérieur du pays pour vraiment sécuriser l'alimentation en eau potable. Il y a eu, on a sur la table plusieurs autres projets, je dirais 5 projets de capacité de 300 000 mètres cubes jour. Non, là vous parlez des stations en elles-mêmes et leur capacité. Non, je parle de ce qu'on va réaliser pour sécuriser l'alimentation en eau potable. Pour pouvoir atteindre ce fameux 50% d'alimentation en eau potable. Un peu plus que 50%, mais on va alimenter, si vous voulez, on va sécuriser l'alimentation parce que ça rentre dans le cadre de la sécurisation de l'alimentation en eau potable. Si vous voulez, l'eau potable de coutume ou bien le standard veut que l'eau potable elle nous vient des pluies, mais nous on est sur la sécurisation. Donc le dessalement d'eau de mer, c'est vrai que c'est une solution pérenne qui sécurise et sur le long terme et qui ne concerne pas que le centre et l'ouest. Bien sûr, ça concerne tout le littoral algérien. Tout le littoral et on va pénétrer jusqu'à 150 km à l'intérieur du pays. Vous voyez, donc on va vraiment être sur un programme de sécurisation de l'alimentation en eau potable. On est en train de parler de 5 nouvelles stations de 300 000 mètres cubes jour, qui est énorme, très énorme. Oui, j'aimerais juste expliquer avec votre permission, Mohamed Taibi, quand on parle de capacité d'une station de dessalement d'eau, vous parlez de 3000 mètres cubes, vous venez de dire 300 000 mètres cubes. Alors juste pour avoir une idée, ça va permettre de donner de l'eau à combien de régions, par exemple? J'interviendrai, c'est-à-dire ça va être le périmètre de mes collègues, mais oui, si bien vous sûr. voulez... Oui, allez-y, Amin Hamadan. Par rapport à ces stations de dessalement de grande envergure de 300 000 mètres cubes jour, je prends l'exemple des 2 grandes stations qui sont lancées, une à l'est et une autre à l'ouest d'Alger, de la capitale, qui feront 600 000 mètres cubes jour. C'est 50% des besoins en alimentation en eau potable de la capitale en H24.
c'est plus de 2 millions d'habitants qui pourront être alimentés en H24 avec 600 000 mètres cubes jour d'eau dessalée. Alors il y a quand même des choses positives, parce qu'il faut en parler. Il y a des choses qui ne se passent pas bien, on en parle, mais il faut aussi mettre en avant les choses qui commencent à se mettre en place dans le positif, évidemment. Amin Hamadan, vous nous parliez tout à l'heure au Rantan d'une situation qui s'améliore du côté de Bousmaïl. Plutôt du côté de Palm Beach et du côté de Ain Bnian, parce qu'il y a eu la mise en service de la station de dessalement, la monobloc au niveau de Palm Beach, au niveau de la commune de Stawali, fin juillet, et qui a permis d'améliorer le programme de distribution au niveau de la commune de Stawali. Il y a aussi Monsieur le ministre des Ressources humaines et de la Sécurité hydrique et Monsieur le Wali d'Alger ont inauguré la station de dessalement monobloc de Ain Bnian samedi dernier, ce qui a aussi permis d'améliorer le programme de distribution sur Ain Bnian. Juste pour une idée, excusez-moi de vous interrompre, Amin Hamadan, quand on parle d'inauguration d'une station de dessalement à Ain Bnian, ça veut dire que cette eau va être desservie sur plusieurs quartiers de la capitale, ou seulement le côté est de la capitale, le côté ouest, pardon, de la capitale? Aujourd'hui, nos systèmes de transfert, pour votre information, le réseau d'Alger fait 6000 km. Les 6000 km du réseau d'Alger sont interconnectés. On peut transférer de l'eau d'est en ouest et d'ouest à l'est. Et aujourd'hui, si on met en service une station de dessalement à l'extrême est ou à l'extrême ouest d'Alger, c'est toute la population d'Alger qui en bénéficie. Ça veut dire que tout est interconnecté, on peut transférer, on peut sécuriser, on peut renforcer à notre guise l'alimentation de n'importe quelle commune sur Alger ou sur Tipaza. Ça, c'est un réel chantier qui a été entamé et qui est aujourd'hui en service de permettre de transférer, de sécuriser, de renforcer les communes depuis diverses ressources. Donc la mise en fonction de la station de dessalement d'Ain Bnian a permis à tout l'Algérois de souffler un peu? Principalement toute la chaîne côtière. Ce qu'on appelle la chaîne côtière, c'est toutes les communes qui sont depuis la commune de Zeralda jusqu'à la commune de Ain Bnian. Et toutes ces communes-là ont bénéficié, ont connu une amélioration dans le programme de distribution. Et il y a la station de Zeralda qui va aussi être mise en service ce mois-ci, et qui aussi améliorera le programme de distribution, sans oublier les fameux programmes d'urgence qui ont été engagés par notre tutelle et la wilaya d'Alger concernant la réalisation des forages. C'est 217 forages qui sont en cours de réalisation, dont une bonne partie déjà en service, qui a permis d'augmenter notre production d'environ 150 000 mètres cubes jour. Un dernier mot avec vous, Amin Hamadan, directeur général adjoint de CEAL. On parle de préservation de ce liquide précieux, il faut pas le gaspiller. Il y a pas mal de déperditions, on est bien d'accord, quand il y a ces piquages illicites, quand il y a une installation anarchique, l'eau part parfois, on voit de l'eau dans la rue. C'est vrai que c'est toujours la CEAL qui est pointée du doigt. C'est aussi tout cela, toutes ces choses-là auxquelles vous faites face au quotidien. Exactement. Aujourd'hui, le constat est là. Il y a énormément de fuites, et ces fuites-là sont le résultat de nos fermetures et ouvertures quotidiennes. Voilà. Le programme de distribution qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui nécessite des ouvertures et de fermetures quotidiennes de vannes, des arrêts de démarrage de stations de pompage au quotidien, qui fait qu'on est en train de fragiliser notre réseau de distribution. Qui dit fragiliser le réseau de distribution dit apparition de nouvelles fuites. Et aujourd'hui aussi, nos clients nous signalent un retard dans la prise en charge de la réparation de certaines fuites. Pour que nos clients le sachent, des fois on peut pas intervenir. Primo, pour ne pas perturber le programme en vigueur, parce que c'est le tour d'un quartier qu'on doit alimenter. Après, quand on va alimenter ce quartier, on va intervenir immédiatement pour réparer cette fuite, parce que voir l'eau couler partir sur comme nos ça rues, dans la rue, oui. Ça nous fait très mal au cœur. Et on se permettra jamais de gaspiller nous-mêmes cette eau. Et on demande aussi à nos clients de faire des efforts pour vraiment préserver cette denrée qui est aujourd'hui très 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 rare.